Invité du jour, Claire Balva. Bonjour Claire, comment vas-tu? Salut, Bienvenue. ça va bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend très bien. Eh ben, c'est parfait, super. Ravie d'être Bienvenue. là. Et bah, pareil, très heureux de t'avoir, bienvenue dans l'émission. Alors, on a eu pas mal de gens qui nous ont demandé, que tu viennes. Je dis pas ça à tous les invités, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de gens. Alors, soit des fans de Débloc, des ambassadeurs, des trucs et tout, genre vraiment, vous avez constitué une équipe de détendards, qui sont à l'affût et franchement, c'est très, très, très intéressant. Personnes qui viennent nous voir et qui nous disent: «Ouais, il faut que vous receviez Claire». Je dis: «Mais oui, mais j'attends, il faut qu'on arrive à coordonner nos agendas». Et je suis très content qu'on ait réussi à le faire ce matin. On va passer une petite heure ensemble. Avant de commencer, je vais à nouveau remercier le partenaire de cette émission, donc l'école blockchain Alira, qui vous offre 100 € de remise sur l'ensemble de ses formations. Vous pouvez retrouver le lien en description de la vidéo et du podcast audio. Alors, Claire, bon, on n'a qu'une heure, mais je pense que si on a envie de s'intéresser à ton parcours depuis le début, ça nous en prendrait au moins 3 fois plus. Donc, on va devoir choisir des moments. Et d'abord, peut-être pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, oui, je vois le chat. Invite Marius. OK. Millet, je vois ça juste après. Concernant l'Iran, ça m'intéresse. Donc Claire, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux peut-être voilà, rapidement te présenter et notamment voilà, nous expliquer un petit peu surtout comment tu as connu la crypto, c'était en quelle année? Je crois que c'était il y a quelques années maintenant. Et ensuite, on essaiera de dérouler un petit peu le fil pour arriver à 2024. Ça marche. Ouais, donc c'était effectivement en 2015, donc ça fait, un peu plus de 9 ans maintenant. Et alors, la vérité, c'est que moi, j'ai connu, la blockchain, on va dire, avant les cryptos, ce qui est assez paradoxal. En fait, donc moi, 2015, je suis diplômée d'une école de commerce et j'ai envie de monter une boîte sans vraiment savoir, sur quoi aller. Et à ce moment-là, je croise la route de 3 camarades, d'école, qui sont en train de monter un site sur, la blockchain en France. Parce que, on entendait beaucoup parler de la blockchain aux États-Unis, très peu en France à l'époque et c'était un sujet qui montait, mais il y avait quasiment personne qui en parlait en France et donc il y a eu on a vu une opportunité comme ça là-dessus. Donc c'est comme ça que tout a démarré en fait. On s'est mis à écrire sur la blockchain en français, et petit à petit, on a eu des demandes de formation de la part d'entreprises, d'études, de réflexion et cetera. Donc on a monté toute une offre de conseils. Et c'est comme ça que petit à petit est né Blockchain Partner, qui s'est ensuite positionné comme le leader du conseil sur les sujets blockchain et crypto en France. Donc Blockchain Partner a duré 5-6 ans et on l'a revendu à KPMG en 2021, où on devait être une quinzaine de personnes à l'époque. Et donc moi, je suis restée directrice blockchain et crypto chez KPMG pendant 1 an et demi. J'ai décidé d'en partir parce que j'avais envie de plus de liberté. Donc j'ai fait un peu de freelance et là, ça fait maintenant presque 1 an que je suis directrice stratégie chez Débloc, qui, en gros, réduit les frictions entre le monde bancaire et le monde crypto, puisqu'on propose à la fois un compte courant et un vrai portefeuille crypto. Ok, bah c'est super, on a bien résumé tout ça. Si on revient un petit peu sur ce groupe d'amis en fait qui fondent ce site internet, on avait reçu Alexandre Stachenko Ouais. dans l'émission à l'époque. Tu peux nous rappeler un petit peu, il y a qui? Parce que donc dans mes souvenirs, il y a Alexandre, il y a peut-être aussi Emilien, il y en a peut-être d'autres. Non, est-ce que tu peux nous rappeler un peu, il y avait qui? Parce que c'est des gens qui sont toujours, pour certains, en tout cas dans Pour l'écosystème autour. certains, ouais, ouais. Alors dans les 3 dont je parle au début, il y avait effectivement Alexandre, qui est toujours, bien dans la crypto, dans Bitcoin en particulier. Ethereum, ouais. Hem Et il y avait 2 autres, gars de promo qui s'appelaient, Clément Jeannot et Antoine Irédian, qui sont depuis partis, et qui travaillent maintenant, sur les sujets d'écologie, à la Climate School d'AXA, voilà. Et ensuite, effectivement, on a croisé la route d'Emilien Dutemps et de son associé Adrien Lafuma. Archeni, hein, pour ceux Voilà, qui suivent la. avec qui donc en fait, la boîte qu'on avait créée au début qui s'appelait Blockchain France a fusionné avec leur boîte qui s'appelait Labo Blockchain et donc c'est comme ça qu'est arrivé Blockchain Partner, qui et finalement cette fusion avec eux, ça nous a vraiment permis d'intégrer une dimension technique et donc d'avoir à la fois cette partie conseil et cette partie développement technique et de proposer une offre, globale aux entreprises. Hmm. Alors effectivement, moi le premier sujet que j'aimerais voir avec toi, c'est justement ce mouvement de KPMG vers
j'allais dire start-up, mais Paymium n'est pas une start-up, tu vois, mais quand même, ce Mmh. mouvement d'Alexandre qui rejoint Paymium, toi qui rejoins Desblocs, donc deux d'anciens donc de KPMG qui ont Mmh. accompagné des boîtes. Alors, Alexandre nous avait raconté qu'à l'époque, vous faisiez quand même énormément de formations. C'est vrai que parfois, Non, ouais, oui, alors c'est vrai, on a commencé par les formations. C'était vraiment là c'est comme ça qu'on a démarré, donc c'était vraiment, je dirais le cœur de c'était notre point d'entrée. Tu vois? Souvent les boîtes, la première chose qu'on leur proposait, c'était une formation. Maintenant, réalistiquement, les formations, ça représentait, 15 de notre chiffre d'affaires. Donc tu vois, en volume, c'était pas non plus, en fait, le il nous 1er avait dit le 1 qu'en poste. temps, alors en chiffre d'affaires, certes, mais en gros, vous passiez beaucoup de temps à former et quand il s'agissait derrière de vendre la prestat de conseil, parfois, c'était pas si simple. En fait, les formations, c'était très rentable parce que, en fait, c'est un truc qu'on avait fait 1000 fois. Donc si tu veux, on pouvait répéter, Ouais, hein. Moi, c'est aujourd'hui, je peux scalable facturer et assez cher, indexable. j'ai déjà tout qui est prêt, donc Mmh. c'est un truc qui est très rentable. Hem, mais en fait, surtout là où on galérait, c'est qu'on faisait beaucoup de prestations pour des directions innovation. Tu vois? On faisait effectivement des formations, mais on faisait aussi du développement technique de prototypes, on faisait plein de choses avec eux. C'est plutôt dès qu'il s'agissait d'aller en production et d'avoir des vrais projets stratégiques, Ouais. où en fait là, quand il fallait, mettre 1 million d'euros sur la table et avoir une réflexion stratégique, bah, en fait, nos clients, ils allaient voir, en gros McKinsey ou KPMG Mmh. ou, Sopra Steria, enfin, tu vois? Des boîtes comme ça. Mais ils allaient pas voir, Blockchain Partners dans lesquels il y avait, 15 personnes de même pas 30 ans, quoi. Donc un espèce de plafond de verre que vous avez finalement Ouais, résolu, hein, en vous faisant ouais, racheter par c'est ça. KPMG et donc ma question, c'est sur ce choix, justement, bah, chacun d'entre vous, de rejoindre finalement, alors est-ce que ça a été, concerté? Est-ce que c'est finalement le hasard qui fait que chacun d'entre vous, enfin vous 2 en tout cas, finalement, dans un timing assez proche, je crois, en quelques mois d'intervalle, vous, intégriez, des, boîtes, crypto, plus traditionnelles. Ce mouvement-là, il vient de quoi? L'envie de faire plus dans une entreprise, ou est-ce que, peut-être le côté KPMG où on n'est qu'un numéro et on a du mal à Mmh. peser? Je sais pas. C'est quoi le mouvement? Ouais. Alors c'est Alexandre qui m'a copié dessus, hein, quand même. Je tiens à dire que c'est OK, moi qui avais commencé. faut remettre l'église au milieu du village. Il t'a copié. Non, non, mais alors plus sérieusement, hem, en fait, quand on a revendu à KPMG, hem, on savait qu'on allait arriver dans une très grosse structure. Tu vois, il y avait pas de surprise. Donc on savait qu'il allait y avoir des frictions. Maintenant, on a tous les 2 donné la chance au truc et je pense qu'on a enfin, tu vois, moi en tout cas, j'ai pas du tout regretté parce que, les missions qu'on n'arrivait pas à décrocher avant, on les a décrochées une fois qu'on était chez KPMG. Donc en fait, ça a marché. Simplement, au bout d'1 an, moi, à titre perso, en fait, je me suis fait bouffer par la structure. Tu vois? Je bossais autant que quand c'était ma boîte, sauf qu'en fait, quand tu bosses autant dans une énorme structure qui a beaucoup d'inertie, bah, tu t'épuises. Moi, je passais beaucoup de temps à faire de la politique interne. Ça me plaisait moins que d'aller faire, bah, typiquement du commercial. Moi, ce que j'aimais, c'était aller chercher des nouveaux clients, réfléchir à des nouveaux sujets et cetera et j'avais du mal à trouver ça chez KPMG et puis surtout à un moment, tu vois, moi, je me suis dit: «OK, c'est quoi la suite? Est-ce que j'ai envie de devenir partenaire KPMG?» Puisqu'on était tous les 2 directeurs avec Alex, donc juste en dessous de partenaire et bah, tu vois, après un peu plus d'1 an, je me suis dit: «En fait, j'ai pas envie de devenir partenaire KPMG» et donc bon, ça me faisait mal parce que j'avais quand même une équipe que j'aimais beaucoup, hein. C'est que des gens que j'avais recrutés, donc c'est toujours dur de partir dans cette situation-là, mais je sentais que j'avais envie de plus de liberté et puis aussi de retrouver un peu du concret, tu vois? Parce que quand, tu gères une équipe de conseil, en fait, moi, je faisais en gros de la politique interne et du management et enfin, moi, à la base, j'étais dedans pour l'entrepreneuriat et pour la crypto, quoi, tu vois? Donc je retrouvais plus tellement ces trucs-là et Il faut remettre les mains dans le cambouis un voilà, peu. exactement. Donc ça m'a permis de faire ça, le freelance et alors après, c'est simplement que moi, au bout de 6 mois de freelance, je me suis sentie un peu seule, j'ai eu envie de retrouver une équipe et puis, au bout de quelques mois, tu vois, il y a, le patron de Desblocs, Jean, qui m'a sollicité pour un poste. On a discuté, ça a bien matché et voilà. OK. Non, mais ça, en tout cas, voilà, donc cette motivation que de se vraiment aller les mains dans le cambouis, aller vraiment dans l'industrie et faire Mmh. des choses, on l'a senti aussi effectivement. Alors, Alexandre, il a un côté, dans mes souvenirs, lié aussi à sauver et développer, la souveraineté française, Ouais, notamment avec c'est Paymium. vrai. Hem, Est-ce que toi, effectivement, alors, en fait, c'est pas est-ce que, on sait que oui, et tu l'as Mmh. démontré à d'innombrables reprises, mais j'aimerais qu'on en parle ensemble sur justement cette perte de bah, ce retard qu'on prend sans doute, cette perte de souveraineté qu'on a au niveau des plateformes. Et puis on a des blocs, cette espèce de Mmh. ovni néobanque française
avec un nom anglo-saxon, donc Ouais. qui se prête à l'internationalisation, et ça, je pense que c'est hyper important. C'est quoi pour toi les principaux enjeux de souveraineté liés à la crypto, et en quoi les startups, brokers, exchanges, etc., ont leur place à prendre justement dans cette compétition? Ouais, alors l'enjeu de souveraineté, il est assez simple. C'est qu'aujourd'hui, l'immense majorité des gros acteurs, en fait, c'est des acteurs américains ou pour certains asiatiques ou éventuellement israéliens, mais enfin globalement, c'est pas des Français, c'est pas des Européens. Donc ce que En ça veut dire, Europe, c'est que ça on a quoi? On a Bitpanda, on a Bitstamp, oui, Bitpanda, je crois que c'est américain, parce que autrichien. maintenant ils ont été rachetés par Bitstamp a Bit. été racheté, voilà, OK, il y a Bitpanda qui est C'est fou autrichien. en fait, non? Donc oui, en fait, c'est assez fou et puis surtout, tu as beaucoup d'acteurs qui en plus, même s'ils sont basés en Europe, dépendent d'autres acteurs. C'est-à-dire que derrière, tu vas avoir un autre exchange ou s'ils proposent des comptes courants, tu vas avoir potentiellement un bank as a service, banking as a service qui va être basé ailleurs. Donc tu as quand même, beaucoup de dépendance à des acteurs externes. Ce qui est pas forcément mal en soi, c'est-à-dire que oui, parfois un acteur américain est plus compétitif qu'un Européen, donc ça fait sens, d'aller le voir. C'est juste que quand tu le regardes en phénomène global, ce que ça veut dire, c'est que si un jour on a un conflit avec ces pays-là, ça peut vite devenir compliqué. Tu vois? On l'a vu avec la Russie. Bon, bah, du jour au lendemain, on pouvait plus travailler avec les Russes. C je doute que ça arrive en ces termes-là avec les Américains, mais en tout cas, le fait qu'on soit dépendant d'eux, peut nous empêcher aussi politiquement d'avoir une voix qui soit, discordante avec eux. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est important et moi, c'était un des critères quand j'ai commencé à regarder les boîtes dans lesquelles je pouvais bosser. Il y avait des postes, tu vois, de general manager pour des boîtes américaines en France et j'avais pas envie de prendre ces postes-là. Pour une double raison qui est que, bah, en fait, déjà, c'est des postes où tu es dans une boîte qui est déjà structurée et toi, tu es un peu un électron libre en France et puis tu reportes à des Américains. Donc j'avais pas envie de ça. Et puis, philosophiquement, je sais pas, ça me gênait, tu vois, après avoir passé autant d'années à essayer de porter une voix sur ces sujets-là, de dire: «Ah bah non, finalement, voilà, pour le chèque, je vais aller être general manager chez, Coinbase ou Kraken ou je sais pas qui». Ouais. Donc j'avais vraiment envie de trouver une boîte, voilà, idéalement française, sinon européenne. Et Desblocs correspondait à ça et puis chez Desblocs, j'ai surtout trouvé ce côté, avec, enfin, tu vois, Desblocs, c'est vraiment la première boîte qui s'est construite à la fois sur l'euro et la crypto. Et moi, j'ai passé des années à voir, tu vois, à bosser avec des banques qui faisaient n'importe quoi sur ce sujet, qui, tout en bossant un peu sur la crypto, fermaient aussi des comptes à côté auprès de particuliers ou d'entreprises et c'était assez important pour moi, d'arriver à trouver une solution à ce problème et je trouvais que Desblocs se positionnait vraiment bien là-dessus. Non, mais clairement, c'est vrai que, enfin, c'est la boîte parfaite pour toi en vrai, parce que ce soit au sein de la DAN, chez KPMG, au sein des innombrables conférences que tu as pu tenir, etc. En fait, tu critiques le système bancaire qui tire parti des cryptos, mais qui ne laisse finalement que ceux qui le contrôlent s'en emparer. Et à côté de ça, promouvoir effectivement la liberté financière, l'accès aux crypto-monnaies, etc. Et des blocs, pour le coup, c'est vrai que c'est plutôt de bons compromis. Donc, enfin, franchement, je trouve que c'est un choix qui est très cohérent. Donc, c'est tombé au bon moment, c'est tombé sur la bonne personne. Donc, ça, c'est cool. On a dans les commentaires quelqu'un qui nous parle de quelque chose que je prévoyais de parler un peu après, mais on va le faire maintenant. Desblocs est la première fintech française à avoir obtenu l'agrément. Oui, On exact. en on en parle souvent dans l'émission. Évidemment, on a reçu beaucoup de personnes, soit enregistrées PSAN, soit en cours, etc. On sait la complexité que c'est. Enfin, on sait, on imagine en tout cas. Est-ce que tu peux rapidement, voilà, nous présenter un peu la différence entre l'enregistrement PSAN que vous aviez avant et l'agrément que vous venez d'obtenir et que vous êtes donc le deuxième après Forge, mais ça compte pas, c'est une banque, c'est Société Générale derrière. Je suis contente de te l'entendre dire comme ça. Sur ça, on est très clair sur ce sujet. Donc, nous expliquer un peu c'est quoi la différence vraiment au niveau opérationnel. Qu'est-ce que vous avez comme chose en plus à ajouter? Combien ça coûte? Parce qu'il y a tous les chiffres. Voilà, un petit point là-dessus. Et ensuite, on ira sur justement la réglementation de MiCA, tout ça, quoi. Ouais. Alors, en gros, la différence entre l'enregistrement et l'agrément, c'est une différence de degré d'exigence. L'enregistrement, c'est un truc qui a été mis en place, il y a déjà plus de 5 ans. Ça visait simplement à exiger des boîtes crypto qu'elles, fassent un peu de la traçabilité, c'est-à-dire qu'elles demandent l'identité des gens qui s'inscrivent chez eux
et qu'elle fasse des déclarations quand il y avait des soupçons de blanchiment d'argent. Donc ça avait vraiment un objectif de lutte anti-blanchiment, simplement. L'agrément, alors non seulement il y a ça renforce un peu cet aspect, lutte anti-blanchiment, mais surtout ça demande des garanties de solidité de la part de l'entreprise. Donc ça va te demander par exemple, un montant minimal de fonds propres pour montrer que tu as bien du capital, en réserve au cas où tu as un problème. Ça va te demander des audits de cybersécurité. Potentiellement, ça va te demander, une assurance. Ça va te demander de prouver que tu as des procédures internes qui sont solides et qui, en gros, se rapprochent un peu de ce qui peut exister dans d'autres établissements financiers, hors crypto. Donc c'est vraiment une différence de niveau et c'est une marche qui est très haute à franchir parce que ça demande, en fait, ça demande vraiment d'avoir une culture de la réglementation au sein de ton entreprise, ce que n'ont pas beaucoup d'entreprises crypto parce qu'en fait, quand tu montes une boîte dans la crypto, tu es d'abord concentré sur la technique, tu vois? Tu es pas en train de te dire, la réglementation, les procédures, le juridique, le machin et donc c'est vraiment difficile pour les boîtes de s'adapter et en plus de ça, ça te demande beaucoup de moyens parce que tu vas payer, 70 000 balles, un avocat, tu vas payer, 50 000 balles un audit de cybersécurité. En gros, ça va te coûter, plusieurs centaines de milliers d'euros, one shot sur la table et ensuite ça va te demander un coût récurrent parce qu'il va falloir que tu aies 1 ou 2 personnes dans ta boîte que tu payes en CDI pour gérer ces trucs-là. Donc c'est un investissement aussi et je pense que nous, on a été, parmi les premiers, voilà, enfin officiellement le deuxième, mais voilà, officieusement le premier à l'avoir parce que, dans les personnes qui ont monté des blocs, il y avait justement des gens qui bossaient chez Revolut et donc il y avait cette culture de se dire: «Si on veut pouvoir réussir, il y a pas le choix, il va falloir aller chercher les agréments, il va falloir aller les chercher assez vite et il va falloir qu'on construise tout en ayant en tête qu'il va falloir ces agréments» et donc si tu veux, tu as pas de phase d'adaptation. On a tout construit en partant du principe qu'il allait falloir le faire comme ça. Mmh. Donc on voit qu'en fait, on passe d'une boîte crypto à une institution financière et je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut le réfléchir, en fait. Et ça, on l'entend bien, notamment dans une interview que j'ai regardée hier soir et que je vous invite à aller voir. C'est un format assez cool, ça s'appelle Business en bagnole et c'est Asher qui, pendant 2 heures, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de la voir, Claire, pendant 2 heures, en fait, il parle avec le conducteur. C'est un format qu'on a déjà vu, mais dans la crypto, enfin, en tout cas, c'est la première fois que je le vois et il parle notamment de ce, 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 ce changement qu'il a dû opérer, notamment avec Meria, mais aussi avec les autres entreprises qu'il détient ou dans lesquelles il travaille, où il a dû passer d'une boîte crypto dans lequel le plus important, comme tu le disais, c'était l'entrepreneuriat, la tech, le business, le marketing, évidemment, surtout pour quelqu'un qui est aussi à côté, on peut dire, un influenceur. Et il a dû se dire, mais en fait, tout ça, c'est très bien, mais si le chief legal officer, il me dit pas OK, en fait, je peux rien faire de tout ça. Donc voilà, donc je pense que ce changement, il a dû être assez intéressant à voir. Dans les commentaires, on nous demande des blocs, c'est français ou européen? Ah, c'est français, l'entité régulée est basée en France et alors aujourd'hui, c'est français. Maintenant, l'objectif en 2025, c'est d'aller dans d'autres pays européens et on a une grosse demande d'ailleurs, notamment des Belges ou des Luxembourgeois qui ont vu un peu le marketing qu'on a pu faire en France et qui ont très envie de s'inscrire. Donc voilà, ça arrive bientôt. Alors moi, c'est quoi pour toi la principale barrière à l'entrée dans la crypto? Moi, par exemple, mon frère, il habite à Saint-Martin, donc dans les Antilles, et il peut pas avoir de carte crypto, genre, sauf chez Desblocs. Tu Ouais. vois? Genre, Ouais, d'ailleurs, ça a été un des gros, enfin, on s'y attendait pas tellement d'ailleurs, mais on a décidé de, oui, rendre des blocs, dispo en Polynésie. Ce qu'il faut savoir, c'est que, la Polynésie il y a un statut un peu spécial, parce qu'il faut absolument être agréé par les autorités françaises pour avoir le droit d'offrir tes services, dans les DOM-TOM en Polynésie et donc et par exemple, Revolut, tu vois, qui n'était pas agréé par les autorités françaises, n'a pas pu, enfin, ils ont essayé, hein, mais ils en sont vite partis. Ils ont pas pu, offrir leurs services en Polynésie. Et donc il y a un vrai manque de néobanques dans ces, départements-là parce que, en fait, tu as que les vieilles banques, locales et donc nous, quand on est arrivés, en fait, tu as plein de gens qui ont pris un compte Débloc, pas tellement pour la partie crypto, mais parce qu'ils ont dit: «Mais attends, c'est incroyable, je peux m'inscrire en ligne». Tu vois? Ce qui pour nous est enfin, tu vois, moi j'habite en région parisienne, c'est un truc de base, hein, pour moi s'inscrire sur une banque en ligne. Mais en fait là-bas, ça l'était pas tellement et donc c'est aussi pour ça qu'on a, je pense, réussi à attirer pas mal de gens dans ces pays-là. Mmh.
C'est complètement. très cool ce que tu dis. Je me permets, Claire. Hello. Ouais. Hello. Euh, du coup, ce que tu dis, ça me fait tellement écho parce que moi, je suis originaire des Antilles. Et effectivement, c'est Helmut qui m'a mis la puce à l'oreille parce que j'ai vu que justement en Polynésie, il poussait beaucoup. Et j'ai beaucoup du coup de contacts aux Antilles, dans les dom-toms, qui ont réussi à créer un compte du coup chez D-Block. Et j'ai une question qui me revient souvent de mon côté, c'est ok, quand est-ce qu'on va être en capacité de créer des comptes pour nos business avec un KYB? Est-ce que c'est quelque Ouais. chose que vous avez déjà dans le pipe ou pas encore? Ouais, bah, c'est moi qui travaille dessus, donc j'ai parlé à plusieurs entreprises déjà. Donc oui, c'est dans le pipe. Maintenant, c'est quelque chose qui est assez long à créer, Mhm. parce que, onboarder une société, ça se fait pas de la même manière qu'un particulier. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on reconstruise des choses. Donc oui, on a envie de le faire, oui, on va le faire, mais voilà, ça va mettre, plusieurs mois à arriver. J'espère que ça va arriver en 2025, peut-être milieu de l'année, mais voilà, je vous donne pas de garantie ni rien, voilà, mais effectivement, on a envie de le faire. Bah, c'est déjà très bien. Je vais pouvoir redescendre l'info et il y aura des heureux, crois-moi là-dessus. Trop bien. Ouais, Ok. non, mais c'est vrai que alors moi, je parlais de Saint-Martin, donc c'est les Antilles. Toi, tu parlais de la Polynésie. C'est quoi les autres marchés que vous explorez aujourd'hui et qui peut-être souffrent, alors je parle de débancarisation, on peut parler de l'Europe de l'Est, mais en vérité, on peut aussi parler du continent africain, de l'Amérique latine. J'imagine qu'il y a des priorités, on peut pas aller partout en même temps. C'est quoi voilà, parce que tu nous as parlé juste avant de la Belgique, la Suisse, ça c'est plutôt entre guillemets hein, facile. Ouais. Mais Oui. est-ce que vous avez des velléités dans des pays peut-être plus émergents et pour lequel le besoin, enfin, c'est pas juste du kiff d'avoir un compte en crypto euro, mais limite Ouais. un besoin? Voilà, Oui, oui, je sais que par exemple l'Amérique latine, fera partie enfin, sera sans doute le premier marché après l'Europe. d'accord. Maintenant, il faut bien voir qu'il y a des raisons réglementaires qui font qu'on peut pas juste décider que demain on va au Brésil, tu vois? En fait, si tu veux aller dans d'autres pays ou dans d'autres zones géographiques, ça veut dire qu'il faut potentiellement aller chercher un agrément et je parle même pas en plus après aller faire du marketing local avec un autre écosystème et tout. Donc, aujourd'hui avec, la réglementation MiCA en Europe, on va pouvoir aller partout en Europe, ce qui déjà, est hyper pratique parce que ça va nous permettre de nous étendre dans tout l'espace économique européen et effectivement ensuite, je pense que là tu vois l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, on aura envie d'y aller. Mmh. Mais bon, tu vois, là, on parle plutôt de 2026-2027. Ouais. Non, mais d'autant que même en Europe, même, je me renseignais sur la Bulgarie, la Roumanie, et Mmh. cetera. C'est des pays dans lesquels on a un taux de bancarisation de 50%, tu vois? Donc il y a même pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour se dire qu'en C'est France, vrai. il y a un problème. Alors, ça peut être un critère pour nous. Maintenant, c'est vrai que nous l'autre critère qui est important aussi, c'est, la proportion de détenteurs crypto. Mhm. Tu vois, tu regardes aux Pays-Bas, par exemple, bon, tu as une bancarisation qui est clairement plus élevée en Roumanie, mais en fait, pour nous, c'est intéressant d'aller aux Pays-Bas parce que tu as beaucoup de détenteurs crypto. Donc ça veut dire des gens qui, déjà vont nous rapporter plus d'argent, mais surtout des gens qui ont besoin de nous aussi. Parce qu'en fait, nous, on est super utile pour des gens qui ont de la crypto et qui galèrent avec leur banque à, envoyer ou vendre de la crypto. Et Mmh. donc c'est dans ces marchés-là aussi qu'on a une utilité et qu'on doit aller. Je comprends. Bah, en Roumanie, il y a beaucoup de détenteurs de Multiversix, EGLD, voilà. Ouais, on n'a pas encore Multiversix, mais Non, ça c'est viendra, vrai que ça viendra. vous l'avez pas, mais vous êtes pas les seuls à pas l'avoir et voilà. OK, parlons justement un petit peu, géopolitique si tu veux bien. Je sais que ces sujets t'intéressent. Pour planter le décor, hein, l'Union européenne, régule, les États-Unis, clarifient et voilà, souhaitent mener une politique pro-crypto. Je dis souhaite, hein, parce qu'il n'est pas encore élu, enfin il est pas encore il est élu, mais il n'est pas encore investi. Ouais. Donc pour l'instant et il a nommé des personnalités, donc Donald Trump a nommé des personnalités, le prochain président de la SEC, le tsar crypto IA à la Maison Blanche. On a également un Sénat qui est pro-crypto très, très, très majoritairement. Et il a la majorité à la Chambre des représentants, à la Cour suprême. Il est entouré, même dans sa famille, de personnes qui sont pro-crypto. Bref, pour l'instant, rien n'est fait. Soyons concrets, hein. Avant le 20 janvier, de toute façon, il ne peut rien faire. Mais les intentions sont énormes. Et à côté, on a l'Europe, où les intentions sont énormes aussi, mais pas tout à fait les mêmes. C'est quoi, toi, ta vision, alors que tu as traité avec le régulateur, depuis le début d'ailleurs, hein, soit de façon consultative, soit en tant que sous contrôle d'eux, avec des blocs notamment. C'est quoi ta vision de l'écosystème? Est-ce qu'elle est un peu différente de tout le monde en disant leur court à sa perte et les États-Unis prennent une avance folle? Ça, c'est le truc que tout le monde dit. Est-ce que
tu as une nuance à mettre là-dessus? C'est quoi ton avis un peu plus sur le sujet? Ouais, mon avis est peut-être un peu plus nuancé que ça parce que alors c'est vrai ce qui est vrai, c'est qu'on a mis une réglementation un peu trop tôt par rapport à la taille des acteurs qu'on avait. Maintenant, je veux pas rejeter toute la faute sur la réglementation non plus, hein. Tu vois, on a aussi des sujets par exemple, d'investissement en Europe qui sont pas suffisants, voilà, il y a plein de choses qui font que, on n'a pas un secteur qui est de la même taille que celui des États-Unis et il y a qu'à regarder la différence entre le taux de croissance aux États-Unis, les projections et le taux de croissance en Europe pour se rendre compte que, voilà, c'est peut-être pas qu'un sujet de réglementation non plus. Il y a une tendance globale qui va bien au-delà du secteur crypto. Maintenant sur la réglementation, moi, j'attends quand même de voir ce qui se passe sur le long terme aux États-Unis parce que là, tu vois, on va avoir Trump qui va arriver. OK, ça va donner des garanties politiques, c'est-à-dire que la SEC va arrêter d'aller, enquiquiner toutes les boîtes crypto en leur envoyant des courriers, en leur disant qu'ils vendent des securities. Bon, tout ça va se calmer, va s'arrêter. Maintenant, l'enjeu, c'est pas juste que ça se calme pendant 4 ans, c'est que ça n'arrive plus. Donc, j'attends de voir quel cadre ils vont créer. Mmh. Est-ce que, le secteur va dépendre de la CFTC, par exemple? Est-ce qu'il va y avoir une réglementation dédiée aux cryptos, qui serait potentiellement peut-être plus favorable que la réglementation européenne? C'est une piste. En fait, tout ça, aujourd'hui, on ne sait pas et on ne sait pas tellement si, ça va juste être une parenthèse de 4 ans aux États-Unis ou si ça va être plus que ça. Moi, le sujet sur lequel, pour le coup, je suis un peu inquiète, c'est tout le sujet des stablecoins où je n'arrive pas à comprendre ce qui va se passer là, en Europe. Parce qu'on va dégager petit à petit, beaucoup de stablecoins dollars, notamment l'USDT, mais même aussi, le DAI, tu vois? Enfin plein de stablecoins. Hem et j'arrive pas bien à comprendre par quoi ils vont être remplacés encore. Tu vois? Est-ce que Circle et l'USDC, va tout prendre? Enfin et le ROC, tu vois? Je sais pas. Est-ce qu'on va vraiment avoir des stablecoins euros qui vont décoller? J'ai peur qu'on ait une sorte de marché à 2 vitesses, tu vois? Où finalement dans la DeFi, comme tout se passe en dollars, on se retrouve avec, des Européens qui ont du dollar dans un marché un peu pirate et qui sont obligés de repasser par des stablecoins euros quand ils veulent off-ramp. Je pense que ça va être un peu bizarre, tu vois, ce qu'on va voir dans les prochains mois. Alors, c'est hyper intéressant, ça me donne envie de rebondir sur plein de choses. On va parler des stablecoins juste après, mais d'abord, j'aime bien cette idée, je la trouve intéressante et assez nouvelle d'ailleurs, de se dire, nous en Europe, c'est peut-être chiant, c'est peut-être dur, mais au moins, a priori, c'est stable. C'est-à-dire qu'un changement de majorité Mmh. euh, au sein de l'Union européenne est compliqué à envisager, pour plein de raisons. Mais même quand les partis de droite ont tendance à prendre un peu le pouvoir, même eux, à mon avis, ils feront pas une politique crypto différente. Tu vois, si demain la majorité venait un peu à changer et tout, donc il y a une stabilité. Certains déplorent, hein, ils aimeraient complètement qu'on change tout, mais a priori, ça va être stable. Aux États-Unis, c'est intéressant ce que tu dis. On a une ambition qui est énorme sur les. Alors, en vrai, tu dis 4 ans, en vérité, on sait que c'est plutôt 2 que 4. Parce qu'avec les C'est vrai. mid-terms, on sait qu'en général, le président gouverne réellement les mains libres pendant 2 ans, même si avec Trump, tout peut changer, il peut conserver sa majorité, mais en tout cas, disons entre 2 et 4 ans. Mais après, rien nous dit, je le tweetais il n'y a pas longtemps, que les néocons reviennent et qu'ils reprennent une politique, on va dire, soit anti-crypto, soit en tout cas beaucoup plus dure sur ces sujets-là. Donc tu as raison. Donc ça, c'est plus un pour l'Europe. Voilà, au moins ça, la stabilité. Donc ça, c'est hyper intéressant. Concernant les stablecoins, moi, j'ai une opinion là-dessus, mais j'aimerais la challenger avec toi. C'est qu'en fait, si on fait le parallèle avec nos amis américains, Donald Trump a mis un veto sur les CBDC. Et Mmh. donc, en parallèle, il a décidé de promouvoir l'écosystème crypto et de déléguer donc au privé, en l'occurrence Tether et Circle, qui sont les deux plus gros émetteurs de stablecoin, la partie voilà, dollar sur la blockchain. Je simplifie, hein, tu vois, pour les paiements internationaux, pour la DeFi, pour tout ça. En Europe, c'est différent. Encore récemment, on peut en parler si tu veux avec plaisir, l'Union européenne a rendu un rapport d'un rapport d'avancée sur l'euro numérique, qui est le projet de l'Union européenne. Et en fait, eux, ils ont fait le choix inverse. Eux, ils préfèrent que l'euro, s'il doit circuler sur la blockchain, ce soit sur leur blockchain, que ce soit leur euro. Et donc, forcément, ils n'ont pas intérêt à se faire grappiller des parts de marché par les émetteurs de stablecoin. Et dernier élément, tu parlais de la prévalence du dollar sur l'euro. Effectivement, je pense que est-ce qu'il y a
est-ce qu'il y a, il y a une demande déjà d'euros numériques, déjà qu'il n'y a pas de demande de transactions financières en euros en dehors de l'Europe, déjà. Non, non, il y a pas en fait, il y a pas de demande, mais la réglementation est en train d'essayer de créer cette demande en disant: «Vous aurez plus de dollars, donc prenez de l'euro». Mmh. Mais et alors c'est pas impossible que ça marche un petit peu, hein. C'est juste que d pardon? Pardon, juste parce que à quoi tu fais référence quand tu dis la réglementation dit: «Vous aurez plus de dollars, donc prenez de l'euro». À quoi Alors, tu fais parce référence? que la réglementation aujourd'hui, favorise les stablecoins euros par rapport aux stablecoins dollars. Ah ouais? Dans quel sens? Bah, il y a alors faudrait que je regarde les détails, mais quand, tu vois, par exemple, Circle, je pense c'est plus facile pour eux d'avoir un agrément pour l'EUROC que pour l'USDC. Parce Et je pense qu'aujourd'hui, que l'USDC, il est MiCA compatible. Ça y est, ils ont ils sont EME et ils ont tout le truc pour l'USDC. Mais ouais. peut-être ce que tu dis, peut-être, hein, peut-être que parce que, et c'est pour ça que Tether a failli abandonner le marché européen, c'est parce que je crois que le régulateur leur impose d'avoir en backing de l'euro jusqu'à 60%. C'est peut-être ça qui fait que ça favorise Oui, les. alors Tether, il y a un sujet de je pense, de transparence des réserves et de business model aussi parce qu'eux veulent justement utiliser leurs réserves pour leur modèle économique et je comprends que la réglementation européenne leur interdirait ça. Donc finalement, c'est pas rentable pour eux d'aller chercher le marché européen. Ok. Mais donc, ce que tu dis, c'est que d'un côté, ils veulent favoriser les stablecoins euros par rapport aux stablecoins dollars, mais en même temps, ils veulent lancer un euro numérique. Donc, faut peut-être Ouais, pas non plus trop favoriser les stablecoins. Enfin, moi, perso, je le vois comme ça. Mais je sais pas. ouais. Je pense Non, non, pas mais je suis d'accord avec toi. En fait, je pense qu'il y a un sujet qui est lié au temps du deuil, tu vois? Pour le régulateur européen qui n'a pas encore, bien compris que, ça allait de toute façon passer par le privé. Et ils essayent d'empêcher ça. Alors je comprends la volonté, hein, de se dire: «Il faut de la stabilité monétaire, c'est important» et cetera. Mais tu vois, ça me fait vraiment penser aux tentatives, avec le Minitel quand il y a eu internet, quoi. On n'arrive pas à accepter qu'on va perdre le contrôle sur quelque chose et effectivement, c'est quelque chose d'important parce que c'est la monnaie donc voilà, je comprends bien la crainte parce que, c'est vrai que, des crises monétaires, ça peut vite, mettre ton économie dans une grande difficulté. Donc voilà, mais j'ai le sentiment que le régulateur européen n'a pas encore compris ça. Mmh. Et puis même, tu as plein de détails dans la réglementation quand tu discutes avec des avocats, qui sont très, très, problématiques. Par exemple, la manière dont sont qualifiés les stablecoins dans la réglementation. En gros, on les traite comme de la monnaie électronique et ça a des conséquences réglementaires qui sont hyper pénibles où, en fait, si rien n'est fait, ça veut dire que même les plateformes qui vendent des stablecoins sont obligées d'aller chercher des agréments supplémentaires pour, avoir le droit de gérer de la monnaie électronique. Donc tu as tout un tas de contraintes réglementaires qui arrivent avec les stablecoins, qui ont pas été vraiment pensées en amont parce que le régulateur n'a pas compris, tu vois? À quoi ça servait, pourquoi c'était là. Heu, Parce qu'en fait, pour avoir compris ça, il faut avoir accepté que, tu vois, ce sont les infrastructures crypto qui vont gérer toute la finance de demain. Et ça a pas encore été intégré, je pense. En fait, ils ont voulu mettre des carrés dans des ronds, quoi. C'est-à-dire prendre la crypto et le mettre dans le droit existant. Donc, stablecoin, ça se rapprochait vite de la monnaie électronique. Donc, allez, Mmh. hop, tout le monde est établissement de monnaie électronique ou sinon c'est mort. Les boîtes crypto, bah, on va leur mettre une réglementation identique à celle d'une banque. Tiens, voilà, allez, Mmh. c'est ce qui se rapproche le plus. Et puis là, tu as des effets de bord qui fait qu'en fait, ça marche pas, quoi. Donc, Ouais. ouais. C'est quoi, à ton avis, c'est par fainéantise? Parce qu'il faudrait, l'autre solution, ça aurait été de penser et de créer finalement une nouvelle réglementation. Est-ce que c'est de la fainéantise? Est-ce que c'est de l'idéologie? On ne souhaite pas que ce marché émerge et le lobby bancaire Mmh mh. œuvrerait peut-être, hein, pour garder son précaré sur les services financiers. C'est quoi ton avis là-dessus? Non, oui, c'est de la politique et de l'idéologie, comme tu dis. C'est-à-dire que tu as tout un tas de gens qui ne souhaitent pas que ce marché émerge pour différentes raisons d'ailleurs. Tu as les États, et les régulateurs, bon, pour des raisons qui leur sont propres, qui sont en train de perdre le contrôle sur, une partie de la finance, une partie de la monnaie. Tu as les banques qui ont bien compris que, voilà, c'était un peu les concurrents de demain, donc ça les arrange pas non plus. Hem Et puis, tu as aussi, alors je pense que tu as aussi, un peu de bonne foi qui est que, tu as quand même des nouveaux types d'arnaques qui prolifèrent et cetera et donc
as quand même une volonté d'aller protéger les Mmh. petits porteurs qui parfois se font berner quand même, ça existe aussi. Donc tu as tout ça qui se mélange et qui fait que finalement tu as plein d'acteurs qui sont assez différents, qui d'habitude sont pas d'accord, mais qui là sont d'accord pour être contre la crypto. Donc Mmh. ça génère une réglementation qui est pas toujours très bien adaptée, qui est pas complètement mauvaise non plus, hein. Moi je trouve que par exemple, harmoniser ce qui se passe dans toute l'Europe, c'est super. Tu vois? Ça permet aux boîtes, d'aller, sur l'ensemble du marché européen sans chercher des nouvelles licences dans chaque pays. Ouais, mais finalement, alors, il y a 2 questions qui popent dans ma tête. La première, c'est, est-ce que, tu crois vraiment, alors limite on est sur le terrain plus politique qu'autre chose, mais c'est fondamental dans ne serait-ce que la protection de nos libertés fondamentales. Mais tu penses sincèrement que, alors peut-être de façon individuelle, mais au niveau collectif, tu penses qu'il y a une volonté réelle de la part, des personnes qui nous gouvernent, que ce soit la commission non élue ou les parlementaires européens, vraiment de protéger les citoyens, entre guillemets, ou est-ce que tout ça c'est du flan et qu'en vrai ce qu'ils veulent c'est surtout contrôler ce qu'on fait? Je pense que ce qu'ils s alors c'est compliqué parce qu'en plus c'est pas des entités homogènes, hein. Tu vois? C'est pas, tout le monde n'est pas pareil non plus là-dedans. Mon sentiment, c'est que je pense que, ce qu'ils se racontent à eux-mêmes, c'est qu'ils ont vraiment envie de protéger les gens et je pense que c'est pour ça qu'ils font ce métier. Tu vois? Je pense pas qu'il y ait de grands complots, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui se dise: «Je vais devenir, homme ou femme politique pour aller contrôler les gens». Je pense qu'ils se sentent tous, animés d'une cause en se disant: «Bah, moi, je vais faire, ce que je pense être bien pour les gens» et le problème souvent, c'est que quand tu fais ça, tu rencontres aussi plein de gens qui ont eu plein de problèmes et souvent tu aboutis à la conclusion que quand même, parfois les gens sont un peu cons et il faut les protéger d'eux-mêmes. Mmh. Non, mais Et ça mène à la dictature. voilà mais je comprends la tentation, hein, parce Ouais. que, tu vois, nous, c'est terrible. Et d'ailleurs, j'en reviens un peu de mes constats initiaux parce que chez Desblocs, tu vois, régulièrement, on a des cas de gens qui se font scammer, Mmh. par exemple et donc ils veulent envoyer de la crypto à des adresses dont on sait que c'est des adresses de scammers et cetera et hem et en fait, quand tu discutes avec eux, c'est vrai que moi, je me dis: «Mais attends, mais ces gens, il faut les protéger d'eux-mêmes, en fait». Parce qu'ils ont pas la culture qui leur permet de comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de prendre des mauvaises décisions. Alors même que moi, tu vois, étant dans la crypto depuis longtemps, je suis quand même plus libérale, je pense, que ce que je n'aurais été si j'avais pas été dans la crypto et donc je suis aussi face à mes propres contradictions quand je vois ça et je pense que les hommes et les femmes politiques qui sont à haut niveau, bah, en fait, petit à petit dans leur carrière, ils ont vu plein de situations comme ça et ils se disent: «En fait, il faut protéger les gens d'eux-mêmes». Voilà et donc évidemment qu'après comme tout le monde, plus ils ont de pouvoir, plus ils sont contents, tu vois? Mais ça, je suis pas sûre que ce soit leur motivation initiale, mais tu Mmh. vois, c'est un mélange de causes, ouais, de causes à titre perso et de carriérisme. Mmh. Je suis dégoûté, j'ai oublié la deuxième chose que je voulais dire. Vas-y. Et puis j'ai pas envie de t'embêter à te demander de te souvenir de la deuxième, le dernier élément de ta dernière intervention. Je sais pas si tu t'en souviens, mais ça risque d'être un peu fastidieux. C'est pas grave. Si ça me revient, t'embête pas. Tu parlais des cas d'escroquerie justement. Si Ouais. on rentre un petit peu dans le QG de des blocs, typiquement, c'est quoi comme type de personnes justement qui vont être escroqués et comment vous arrivez, alors dans la limite de ce que tu peux nous révéler évidemment, Mmh. hein, comment vous arrivez justement à peut-être avoir des signaux plus ou moins forts sur le fait qu'une personne, eh bien peut-être qu'elle n'est pas tout à fait consciente de ce qu'elle va faire. Bah, alors tu as tout un faisceau d'indices qui vont être, mais grosso modo liés à, une activité inhabituelle sur le compte. Mais là, c'est comme en fait tous les établissements financiers, tu vois? Il y a rien de révolutionnaire dans ce que je te dis. C'est que si tu as un mec qui n'utilise jamais son compte et qui du jour au lendemain fait une énorme conversion crypto, tu vois? Bon, c'est un truc qui est potentiellement un peu bizarre. Hem, Donc c'est un comportement inhabituel. voilà, c'est ça, comportement inhabituel, donc ça peut dépendre de plein de facteurs, hein, tu vois, de l'heure à laquelle tu le fais, de l'appareil que tu utilises, aussi de l'âge de la personne, hein, qui joue beaucoup puisqu'on remarque que les personnes plus âgées sont plus susceptibles Bien de sûr. se faire arnaquer que les plus jeunes. C'est Hem, quoi l'âge à partir duquel vous estimez que la personne elle est potentiellement vulnérable? alors je le connais pas, mais probablement qu'il part entre 50 et 60 ans. OK, Je dis d'accord. voilà, mais je t'avoue qu'il faudrait que je demande à notre équipe Non, pour non, avoir mais des enfin, ça permet de. Et vous avez, tiens, une autre question. Vous avez une équipe IA ou alors est-ce que vous utilisez l'IA pour justement, je sais pas, agréger ces données et justement bah, faire popper des faisceaux, peut-être quand il y en a deux qui popent en même hem temps, ou je sais pas, non?
Alors c'est possible. J'avoue que c'est pas, tu vois, moi je suis pas au côté feed crime, donc c'est pas moi qui m'en occupe. Je serais, pas surprise qu'on l'utilise. Je sais qu'on utilise l'IA aussi dans le cadre de notre support client, par exemple, OK. comme boîte. Chatbot avec l'IA? Ouais, enfin chatbot et puis, surtout pour, nous permettre de traiter des réponses plus ouais, c'est ça, plus facilement, anticiper à certaines choses donc ça oui. Maintenant, tu vois, on est une boîte crypto donc, à un moment on n'est pas une boîte IA non plus, tu vois? On essaye de déjà bien faire, ce qui est notre métier. Je sais plus quelle était ta question. Après, ouais, sur les faisceaux d'indices, hem, il y a en fait, il y a pas de recette, magique, tu vois? Sinon, évidemment, ça serait facile donc, on essaye simplement de voilà, de regarder ce que fait la personne. Tu vois, il y a des trucs, par exemple, si, il y a quelqu'un qui reçoit un gros virement, de la part de quelqu'un d'un compte qui n'a pas le même nom. C'est-à-dire que moi, par exemple, si j'envoie de l'argent de mon compte, Crédit Agricole jusqu'à des blocs, a priori, c'est un compte au nom de Claire Balva qui envoie de l'argent au nom de Claire Balva, donc tu vois, il y a pas de sujet. Mais si, tu as, un compte je sais pas moi, Jean-Michel Duss, qui envoie de l'argent, au compte Claire Balva et que c'est un très gros montant, là, c'est peut-être un peu suspect, peut-être que j'ai arnaqué quelqu'un, tu vois? C'est ça que ça veut dire aussi. Il y a des pays aussi peut-être qui sont plus ou moins, criminogènes, en matière de transactions financières. Moi, je me rappelle à l'époque, on avait certains pays d'Afrique qui étaient quand même très redondants sur ces choses-là. Est-ce que vous C'est avez la même possible. expérience? Alors, nous, on est dispo qu'en Europe, donc j'avoue que Ah pour oui, d'accord. l'instant, surtout, c'est qu'en France, donc on n'a pas tellement, OK, OK. non, remarqué ce genre de disparité, mais on aura peut-être le plaisir de le constater quand on ira dans d'autres pays. Bon courage, vous allez voir, Merci. c'est fun. Et sur ça, en tout cas, un truc très intéressant, c'est que vous êtes user-centrique avec une vraie expertise crypto et on sent de l'onboarding à l'utilisation de la plateforme. Effectivement, il y a cet accompagnement à chaque étape, que ce soit la réassurance lors de l'achat crypto avec un timer selon la blockchain. Et tu viens de le rappeler justement, avec une activité potentiellement frauduleuse et différents cas qui peuvent amener à une fraude. Il y a vraiment un accompagnement qui est tip top en tout cas sur l'appli. Ça, c'est Ah bah, c'est trop sympa, merci. Claire, tu es une femme. bonne nouvelle. Ouais, je ne conteste pas ce constat, oui. J'avais prévu des scoops, hein, ce matin. Non, est-ce que tu penses, parce qu'évidemment, quand on voit l'écosystème crypto français, mais pas que français en vrai, hein, des femmes, il n'y en a pas une tonne. En France, franchement, on connaît Faustine Fleuret, ancienne présidente de la DAN. On connaît toi, évidemment. Je pense que tu es même la plus connue, entre guillemets. Il y en a sans doute d'autres que j'oublie et j'espère qu'elles m'en voudront pas, mais il n'y en a pas beaucoup. Ma question, et ça peut nous mener après derrière à d'autres sujets, mais est-ce que tu penses qu'il manque de femmes dans la crypto et pourquoi? Alors je pense qu'il manque un peu de femmes, mais là, c'est un ressenti personnel que j'ai donc j'ai tendance à penser que, quand tu as des environnements mixtes, c'est des environnements qui sont plus sains, plus sympas, plus performants aussi, voilà. Mais c'est un ressenti, perso. Je sais qu'il y a des études qui montrent que quand il y a de la mixité, c'est plus performant, mais voilà. Après, tu as raison, il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes. De toute façon, moi, je l'ai vu dans ma boîte, quand on recrutait, tu avais, 3 à 4 fois plus de candidatures que de mecs que de nanas, donc on le voyait bien. Il y a quand même des femmes, hein, c'est juste qu'elles sont beaucoup moins visibles. Tu vois, moi, des femmes dans la crypto, je peux en citer une dizaine, facilement, quoi et en fait, j'entends souvent plein de mecs dire, «Les filles s'intéressent pas à la crypto». En fait, moi, ce que je constate surtout, c'est que les mecs parlent jamais de la crypto avec les meufs. Rarement, tu vois? Et j'ai fait le test plusieurs fois. Comment? Non, parce que souvent, quand tu en parles à ta meuf ou aux meufs, pour Ouais. elles ont. Mais je pense que comme on en parlerait à un no-coiner qui est dans un secteur complètement différent, intuitivement, c'est oh, tu me saoules avec tes trucs. Et Oui, parce qu'il y a des gens que ça n'intéresse pas, hein, mais ouais, tu vois, je te donne un exemple, j'étais dans une soirée ce week-end, il y avait 2 mecs en face de moi qui étaient militaires, on parle un peu de crypto, il y en a un qui s'y intéressait vachement, l'autre qui s'y intéressait pas du tout, ça le faisait chier quand même pas possible et puis il y avait une fille à côté de nous qui était très silencieuse et puis à un moment je lui pose la question, mais en fait elle s'y connaissait, bien plus que les 2 mecs en face, tu vois? Et c'est une fille que je connaissais pas du tout, qui bossait, je sais plus chez L'Oréal ou ailleurs et donc en fait, moi, ce que je vois, c'est que quand tu, en parles autour de toi, tu constates qu'il y a plein de filles qui ont de la crypto, qui ont un peu investi, mais qu'en fait, elles en parlent pas parce que ça leur fait pas, gagner une espèce de statut social,
parce qu'elles vont pas en parler et tu vois, quand on regarde les études, dans les investisseurs crypto, tu as grosso modo 2 tiers de mecs, 1 tiers de meufs. Mmh. Donc tu as effectivement 2 fois plus d'hommes que de femmes, hein, mais la proportion, c'est pas, 90-10 comme, ce que j'entends parfois. Non, mais d'autant qu'il y a, alors en plus, il y a plein de sujets parce que de base, les femmes sont de toute façon sous-représentées dans la tech en général. Donc, au départ, la crypto, c'est quand même, enfin, c'est quand même un secteur tech, même si c'est de plus Mmh. en plus un secteur finance et que les femmes sont de plus en plus présentes dans le secteur de la finance. Et à côté de ça, on a aussi dans la crypto toutes les fonctions support, notamment en marketing, etc., où ce sont des secteurs dans lesquels les femmes sont surreprésentées. Donc, en fait, en soi, peu importe par quelle Oui, porte oui, oui. on passe dans l'écosystème crypto, je parle même pas des détenteurs, hein, mais de ceux qui bossent dans les boîtes, etc. En vrai, il y a des portes d'entrée de fou pour les femmes. C'est pas je pense qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Est-ce que pour autant, et là, une vraie question, donc te concernant toi, ton vécu, tu es dans l'écosystème depuis Mmh. 2015. Je te pose la question de façon un peu vulgaire. Est-ce que tu as souffert d'être une femme dans un secteur qui était quand même encore aujourd'hui majoritairement un secteur dans lequel il y a des hommes? Alors, j'ai pas le sentiment d'en avoir, souffert, même si, de temps en temps, tu vois, ouais, j'ai eu des remarques un peu sexistes, des trucs un peu chiants, tu vois? Donc c'est vrai que c'est agaçant, tu vois? J'irai pas jusqu'à dire que c'est de la souffrance, mais bon, c'est vrai que c'est agaçant et pénible. Je m'étais rendu compte quand même un jour que finalement c'était lourd d'être dans un environnement où il y avait que des hommes parce que j'avais participé à une soirée, dédiée aux femmes où tu avais, 90 de femmes en fait dans la crypto et on était, je sais pas une vingtaine, une trentaine et en fait j'avais senti un climat mais, hyper, décomplexé, serein, où on pouvait se rendre vulnérable en fait. Et on se rendait vulnérable entre femmes en se disant: «Bah ouais, parfois, tu vois, moi je comprends rien à ça» ou «Parfois ça c'est dur» Oui, et en oui. fait c'est Ouais. ouais et en fait où on acceptait nos propres vulnérabilités et ça c'est un truc qu'on retrouve pas tellement dans les univers très masculins. Parce qu'en fait quand tu es au milieu de mecs, faut quand même, tu vois, faut montrer que tu es solide et Ouais. tu peux pas arriver en disant: «Oh là là, ça je comprends pas et ça c'est dur et j'ai du mal à faire ça». Parce qu'en fait si tu fais ça, tu passes un peu pour une vicose quoi et donc tu as pas envie et donc c'est vrai que, j'avais remarqué ça par contraste, tu vois? Avec cet événement qui était, quasi 100 féminin. Mmh. Donc voilà, je dirais pas que c'était une souffrance, mais c'est sûr que oui, c'est sûr que c'est particulier, quoi, parce que ça en fait un environnement assez dur, où l'émotionnel a pas toujours beaucoup de place. Donc ouais, ouais, On dit que les femmes entre elles, on dit, et même enfin moi j'entends autour de moi beaucoup, c'est qu'en fait les pires, c'est les femmes entre elles. Entre non mais j'invente rien, tu vois, entre jalousie, crépage de sillon. Genre, non, mais autant il y a des préjugés sur les hommes qui ouais. peuvent être lourds, durs, comme tu dis, et c'est sans doute fondé. Moi, il n'y a pas de Oh, souci. c'est un ressenti, hein, je suis pas en train de sortir une analyse scientifique, hein, mais ouais. On parle de ressenti, tu vois? Et donc les femmes, parfois, entre elles, peuvent aussi, voilà, alors à l'occasion d'une soirée, sans doute que c'est peut-être pas assez, mais bah, des femmes dans les milieux très féminins, les femmes elles-mêmes, elles disent: «Les pires, c'est les», parce que les mecs, ils s'embrouillent, c'est réglé. Non, en fait, ouais, alors là, cette soirée, si tu veux, il y avait que des femmes, donc il y avait pas de concurrence, tu vois? On était toutes entre nous, c'était hyper sympa, donc il y avait pas du tout ce sujet-là. Par contre, là où tu as raison, c'est que quand tu es dans un environnement avec beaucoup d'hommes et quelques femmes, tu as effectivement, à la fois une alliance et une concurrence entre les femmes. Parce que, bah, moi, je te donne un exemple, hein, bah, comme tu dis, tu vois, moi, je fais des interviews, on me dit: «Mais Claire, tu es une femme, donc parle-nous de ça», tu vois? Parfois, on m'invite, sur des événements en me disant, «Il faut une femme dans la table ronde». Mmh. Et donc, en fait, alors j'ose espérer qu'on m'invite pas que pour ça, mais le fait est qu'on me le fait remarquer parfois. Ouais. Et donc c'est vrai que je me dis, tu vois, quand je vois une autre femme dans une table ronde, bah, parfois je me dis, «Ah bah, en fait, ça aurait pu être moi, mais c'est elle». Et en fait, je me dis pas quand je vois un mec: «Ah, ça aurait pu être moi à sa place à lui», Mmh. tu vois? Et comme tu as cette espèce de concurrence qui est mise en œuvre parce qu'il faut des quotas ou des trucs, bah, ouais, tu as une concurrence entre les femmes qui s'exacerbe parce que tu as l'impression que si une telle est visible, toi, tu le seras moins. Ce Mmh. qui est dommage, parce qu'en Ça, c'est fait, ouais. il y a de la place pour tout le monde. Mais je trouve que ça crée un peu cette impression-là. Non, mais en vrai, nous, c'est des sujets, qu'on aborde en général assez peu parce qu'en fait, enfin, moi, pour le coup, je m'en tape complet et je pars du principe que je m'en fous du sexe, des genres, des tout ça. Vraiment, c'est pas mon sujet. Mais comme pour certaines femmes
et on le voit, il y a des événements crypto féminins. Women in Crypto, genre c'est un sujet qui existe. Ouais, c'est un sujet qui existe pour toutes les minorités, hein. C'est juste que quand tu es en Il minorité n'y a dans un pas encore environnement, tu les cherches voilà, tu as un côté, un peu caste ou lobby parce que tu te sens en minorité, donc tu essaies de te rapprocher. Je pense que c'est un truc Non, naturel. mais pour l'instant, il n'y a pas un sujet, il n'y a pas assez de gays dans la crypto. Il y en a peut-être un jour, ça viendra, mais pour l'instant, je vois que ça revient régulièrement, le sujet de il faudrait plus de femmes dans la crypto. Donc, c'est pour ça que je me suis permis de te poser la question, mais en effet, Je pense c'est ouais, super. je pense aussi que tu as certaines tendances, alors je pense notamment à ce qui se passe sur Twitter, mais pas que, aussi dans certains forums, où c'est vrai que parfois tu as des trucs un peu sexistes qui, c'est vrai, sont assez lourds et Mmh. qui font que, quand tu es une femme, en fait, tu te sens pas hyper à ta place, tu vois? Moi, exemple tout bête, tu vois? Moi, souvent, je vois des mèmes, où tu as des mecs, où en fait, ils se foutent de la gueule de leur meuf qui comprend rien à la crypto, où ils se disent: «Putain, je suis tout seul et en fait, la crypto, c'est mieux que mon couple et tout». Oui, ouais, ouais. Et en fait, ben, les gars, enfin, moi, je suis une meuf et je comprends la crypto, tu sais? Donc et en fait, moi, ces mèmes-là, ils me font pas marrer, tu vois? Et alors ça me heurte pas, hein, je suis pas en train de me On est sentir d'accord. en souffrance à cause de ça. Mais je te donne un exemple, c'est typiquement le genre de blague par les mecs pour les mecs, Mmh. tu Mais vois? Et donc quand tu es une meuf, tu te sens un peu en dehors de ça, voilà. on aurait envie de te dire: «Bah oui, mais vous avez qu'à faire vos mèmes» et en fait, la culture, c'est ça aussi, c'est, de se taquiner un peu Mais les bien uns les sûr, autres. non mais attends, on peut faire nos mèmes, hein. C'est juste que comme on est, 8 fois moins nombreuses, Oui, il peut ça, y avoir 8 c'est fois moins de likes et personne va les voir, tu sais? Donc c'est possible. Mais en tout cas, il y a autant à dire sur les travers des hommes, réels ou supposés d'ailleurs, hein, que ouais. sur les femmes. Hem, mais OK, tu avais une question, petit capot? Il nous reste, Bah, 10 minutes. petite question que je pourrais avoir, c'est ouais, c'est du coup, le focus de D-Block maintenant, c'est quoi? C'est, Benelux dans un premier temps et après regarder ce qui se passe au niveau des États-Unis pour potentiellement après aller attaquer, ce nouveau marché émergent? Alors ça va être, donc au début l'Europe effectivement avec, oui ça va être Benelux, ça va être, je pense probablement, Allemagne, Autriche, peut-être Espagne à un moment aussi. Mais Mmh. ça va être d'abord l'Europe avant d'aller voir d'autres continents et ensuite je pense, qu'on ira en Amérique latine ou Amérique du Sud avant d'aller aux États-Unis. Mais Ah, voilà, en toute honnêteté, c'est des décisions stratégiques qui sont pas encore arrêtées. Donc voilà, je vous livre la réflexion telle qu'elle est OK. et je pense qu'on a encore un peu de temps pour se décider là-dessus. C'est grave intéressant et en termes de milestone d'utilisateurs de D-Block, à date, on en est où, grosso modo? Alors on a communiqué je crois sur les 200 000 téléchargements de l'app. Mmh. On communique pas sur un nombre d'utilisateurs, mais voilà, vous pouvez deviner que, évidemment c'est moins de 200 000, mais on est quand même voilà, quelque part entre 50 000 et 100 000 je pense, aujourd'hui. Non, c'est bien, c'est très bien. Pour un début d'app et les milestones que vous avez déjà reach, c'est déjà très, très bien. Beh, merci. On nous parle, dans les commentaires et même dans mon groupe Telegram, on nous pose des questions par rapport à la concurrence et c'est intéressant de savoir comment justement Desblocs va se, démarquer d'une certaine concurrence. Alors on me cite quelques acteurs, on me cite, Revolut, on me cite N26. Là, dans les commentaires, on me cite Wiggle et un autre que je connais pas qui s'appelle Vanselian. Je sais pas si ça te parle. Heu, Alors je ne connais pas Avançelion, non. bon, Alors sur 3, Revolut et N26, c'est un peu le même, un peu la même catégorie d'acteurs. ouais. Et on Ce sont rappelle, excuse-moi de t'interrompre, mais on rappelle que vous avez récemment annoncé une levée de fonds de 16 millions d'euros. Donc déjà, félicitations pour ça, parce que il n'y a pas eu beaucoup de levées on de l'a fonds. pas annoncé on n'a pas annoncé, mais ça a été communiqué malgré nous, mais c'est pas Ah, grave. ok. Bon, ça reste une C'est bonne grave. nouvelle quand même, bravo. Et donc, ouais, donc peut-être justement une part, bah, ouais, ça va vous permettre, alors en plus de toutes les dépenses réglementaires, etc., peut-être aussi de vous positionner sur cette concurrence néobanque, etc. Alors effectivement, Revolut comme N26 sont des boîtes qui se sont construites d'abord avec un compte courant, en mode néobanque et qui petit à petit ont permis de l'exposition aux cryptos. Donc je pense que ça a un côté pratique pour des gens qui ont un compte chez eux de pouvoir s'exposer, modulo des frais qui sont quand même, un peu élevés, mais voilà, je comprends le côté pratique. Maintenant, il faut bien se rendre compte que ce sont des boîtes qui ne sont pas construites avec, un pied dans la crypto dès le début. Donc ce que ça veut dire, c'est que si vous voulez ramener vos cryptos sur Revolut, c'est pas possible. Si vous voulez envoyer vos cryptos de votre Revolut à votre MetaMask, c'est pas possible. Donc il y a quand même plein de choses qui sont très limitées. Alors je parle de Revolut, mais enfin N26, même combat, Trade Republic, même combat. Enfin voilà, c'est toujours la même rengaine. Donc c'est des boîtes qui sont quand même assez limitées sur le côté crypto.
Et puis, c'est pas forcément des boîtes qui, vous voyez, acceptent, que vous rameniez vos fonds de Kraken, par exemple. Donc vous savez, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de Crédit Mutuel, Crédit Agricole, parce que quand ils font un virement depuis une plateforme d'échange, ils se font fermer les comptes. Oui. Ben, en fait, il y a les mêmes problèmes, hein, avec, Revolut, N26. Là, j'ai fait un sondage il y a pas longtemps là, sur Twitter sur, justement crypto et compte bancaire. Là, j'ai 600 réponses, de gens dans la crypto. Bah, en fait, ce que je constate, c'est que les noms de boîtes qui ferment des comptes, c'est tout autant des néobanques que des banques tradies. Voilà. Donc, elles permettent effectivement une exposition en crypto, ce que ne font pas, Crédit Agricole, CIC and Co. Mais c'est pas pour autant qu'elles sont ouvertes, tu vois, à l'écosystème crypto. Donc nous, c'est vraiment comme ça qu'on se démarque par rapport à ces boîtes-là, parce que, on gère vraiment les 2 types de devises, les 2 types d'infrastructures de la même manière. Et je pense qu'à long terme, ça va être, bien plus bénéfique parce que, bah, les gens vont bien voir, tu vois, qu'à un moment sur Revolut, ou N26 ou je sais pas laquelle, s'ils veulent faire de la crypto, c'est juste ça marche pas, quoi. Donc c'est vraiment comme ça qu'on se démarque. Alors sur les autres, je peux pas répondre parce que j'avoue que Wiggle et Vicelian, je sais pas ce qu'ils font, donc je vais pas commenter. J'ai des infos entre-temps. Ah, Wiggle, ça Wiggle, on connaît un peu, ils ont fait un petit peu de marketing. C'est l'ancien, enfin c'est Just Mining, Phil Mining, ah d'accord, pas OK. confondre avec Just Mining qui est l'ancien nom de Meria. Ouais. Et Vancelian, alors je viens d'apprendre ça, c'est tout nouveau. En fait, à la base, c'est AKT qui est devenu Rain, qui maintenant a Ah, c'est Rain. D'accord, d'accord, d'accord. et OK. qui s'appelle Vancelian. Moi, c'est trop, là, 3 rebrandings, ça y est, Ah, ça je fait suis. beaucoup là, ouais, Ouais, j'avoue qu'il faut arrêter de changer de nom tout le temps, les gens, j'en peux plus. voilà. Hem, Mais oui, ok, alors effectivement, ce sont des boîtes qui, pour le coup, ont un branding un peu plus similaire. crypto, nativement plus crypto pour Ouais. le coup. Alors, nous, là où on pense que justement, il faut qu'on mette le paquet pour être meilleur que la concurrence, c'est, d'être le plus souverain possible sur nos technos. Je te donne des exemples. Nous, on a construit nous-mêmes notre propre système de KYC qui prend 1 ou 2 minutes. Je sais pas si vous l'avez fait, mais voilà, normalement, c'est hyper pratique, hyper Vous fluide. passez pas par un On passe Onfido. pas par Onfido, on passe pas par, KYC Free ou toutes ces boîtes-là. Pourquoi ça coûte? Parce que ça coûte. C'est quoi? Pour la souveraineté ou c'est parce que à terme, Ah, sur le long terme, ça permet d'être moins cher aussi? alors 3 raisons. Déjà, effectivement, la souveraineté. On maîtrise les technos, donc c'est quand même, plus confortable. 2, le prix. En fait, toutes ces boîtes-là, elles te matraquent sur le prix. Ça te coûte, plusieurs euros par utilisateur à chaque onboarding, même si l'utilisateur fait rien ensuite, donc c'est quand même chiant. Mmh. Et 3e raison, en fait, ces boîtes-là, c'est j'ai quelques doutes, tu vois, sur, le type de profil qu'elles laissent passer. Mmh. Tu vois, les fondateurs qui ont été dans d'autres boîtes, dans d'autres établissements financiers avant, voilà, savent que, c'est pas non plus hyper rigoureux en termes de KYC et à un moment, voilà, moi j'ai pas envie que tu aies un mec qui passe notre KYC alors qu'il a pris une photo d'un mannequin avec des lunettes, quoi, tu vois? Oui, bah, surtout qu'au niveau réputationnel, même si vous êtes passé par un tiers, c'est vous qui êtes responsable, in fine, quoi. Donc, Exactement, exactement. vous allez le vous allez le proposer en marque blanche à d'autres acteurs, Non, non, non. Bah, non? non, non, c'est un avantage compétitif qu'on garde pour nous. Non, mais Heu, ça aurait pu devenir un business unit, tu vois? Mais OK, d'accord. c'est vrai, mais pour l'instant, on est bien occupés avec ce qu'on fait, donc peut-être qu'un jour on fera ça, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc il y a ça. Après, tu vois, on dépend pas d'un bank as a service. Tu as certaines plateformes aujourd'hui, crypto ou pas crypto d'ailleurs, qui te proposent des IBAN français, des choses comme ça. Sauf que ce qui se passe, c'est que derrière, elles passent par des infrastructures qui sont en fait, des services, qui te proposent, des services bancaires, mais qui pareil, te matraquent niveau prix et qui peuvent décider du jour au lendemain qu'ils travaillent plus avec toi. Alors, pour préciser, parce que je connais un petit peu le sujet et c'est important que les gens se rendent compte. Déjà, quand tu veux proposer des services de paiement, carte bancaire, RIB, compte en euros, etc., dès le départ, tu dois payer des frais des fees, tu sais, juste pour constituer le dossier, travailler sur le truc et ça peut te coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et ensuite, à chaque opération de ton client, un virement, un paiement, à chaque fois, tu as soit des fees en pourcentage, soit des fees en euros directement. Tout ça s'accumule et toi, derrière, tu dois trouver un casse-tête pour que tu sois compétitif sur les frais des services bancaires que tu proposes et en même temps, bah, réussir à couvrir les frais du prestataire, donc banque as a service. Exactement. Et effectivement, c'est compliqué. Et tu l'as dit, Claire, évidemment, et c'est intéressant, c'est que tu dépends d'un tiers qui, à tout moment, peut soit perdre lui-même son agrément de prestataire de services de paiement, et donc toi, bah, t'es mort, soit il peut t'arrêter à tout moment pour une raison quelconque,
Donc voilà, Exactement, ce que tu dis exactement. Et est donc ouais, ouais. nous, ce qu'on a choisi de faire, c'est d'être nous-mêmes directement établissement de monnaie électronique, d'être nous-mêmes membres du réseau SEPA, d'être nous-mêmes membres directs du réseau Visa, et donc de pouvoir y mettre nous-mêmes les cartes, et cetera. Et donc ça nous permet d'avoir une plus grande maîtrise de nos coûts, Mmh. de pas dépendre d'un tiers et donc d'être aussi, globalement plus résilient sur le long terme, quoi. Et je Mmh. pense que c'est ça qui va faire la différence avec tous les autres, petits acteurs qui, c'est vrai, se développent là, potentiellement rapidement, mais en fait sont hyper dépendants d'un tiers et ont une structure de coût qui est, beaucoup moins profitable que la nôtre. Honnêtement, ce que tu viens de dire là, je ne le savais pas. Je ne sais pas si les gens qui nous écoutent le mesurent, mais c'est vraiment énorme. Le fait de faire soi-même son KYC et d'être soi-même EME et donc de proposer des services de paiement et donc de monnaie électronique, puisque un compte, quand tu proposes un compte en euros, c'est essentiellement de la monnaie électronique. C'est vraiment huge, en fait. C'est un travail Ouais. monstrueux et je sais, finalement, vous n'avez pas forcément beaucoup communiqué là-dessus, je crois. Non, parce que c'est en fait, c'est des trucs, tu vois, là, je prends le temps d'expliquer, mais c'est quand même des trucs assez techniques, tu vois? Ouais, Ça veut dire que tu parles un peu de réglementation, de ouais. couches routières, les gens, quand tu leur parles de banking as a service, Non, mais je tu comprends. vois? Mais pour les initiés et pour ceux qui connaissent un peu, enfin vraiment pour le coup, c'est huge. Et il y en a quasiment aucun qui a fait cet effort-là, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens, soit parce qu'ils n'ont pas les compétences, soit parce qu'ils préfèrent aller à la facilité. Et pour le coup, vraiment, bon, je vous le dis, hein, on n'est pas là pour dire des blocs c'est bien ou c'est pas bien, c'est pas le sujet. Mais ça, vraiment, c'est huge comme chose. Bravo, d'ailleurs, pour ça, c'est vraiment énorme. On arrive au bout de l'interview, Claire. Et donc, on va se tenir à nos engagements. Je vais te remercier infiniment d'être passé dans l'émission. C'était, comme Très attendu, très intéressant. On va te souhaiter de belles fêtes de fin d'année. Merci beaucoup, Et, vous aussi. merci beaucoup. Et bien. puis, Bonne à l'année prochaine. Ouais, merci, bonne suite pour l'émission. Salut. Merci beaucoup. Salut, Salut. Claire. Bye bye. Et nous allons maintenant